Imaginez une longue nuit au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, pendant que les forces alliées débarquent sur les plages de Normandie, un autre drame se prépare loin du fracas des canons, dans le sud de la France. Autour de Montauban stationne alors une unité redoutée entre toutes, la 2e division blindée SS Das Reich. Ce n'est pas une division ordinaire. Formée d'hommes venus d'Allemagne, d'Alsace et d'autres territoires liés au Reich, encadrée par des officiers endurcis par le front de l'Est, elle porte déjà en elle une expérience extrême de la guerre, de la répression et de la terreur. Après des mois de combat à l'Est, la division se repose dans le sud-ouest de la France. Mais ce repos n'est qu'une pause avant une nouvelle mission. Lorsque les Alliés débarquent en Normandie, l'ordre est donné, remonter immédiatement vers le nord pour participer à la contre-offensive allemande. Sur le papier, il s'agit d'un déplacement militaire urgent. En réalité, ce trajet va devenir une marche de violence à travers les campagnes françaises. Le problème pour Das Reich, c'est que la route vers la Normandie traverse des régions où la résistance est très active, notamment le Limousin. Depuis longtemps déjà, des groupes liés au général de Gaulle, des combattants communistes et des agents britanniques du SOE préparent des sabotages, des destructions de voies ferrées, des coupures de communication et des embuscades. Leur objectif n'est pas de détruire totalement une division blindée aussi puissante, mais de la retarder. Dans le contexte du débarquement, quelques heures ou quelques jours gagnés peuvent peser lourdement sur l'équilibre des combats. Au moment où Das Reich commence sa remontée, la résistance multiplie ses actions. Des arbres sont abattus pour barrer les routes, des charges explosives sont placées sur les ponts et les voies ferrées, et des convois sont harcelés dans les zones boisées. Mais la résistance manque parfois de coordination. Certaines actions sont courageuses mais improvisées, menées par de très jeunes combattants qui n'ont ni l'expérience ni l'équipement nécessaire pour soutenir de longs affrontements. Malgré cela, les attaques se succèdent, et la division avance dans un climat de tension permanente. Les soldats allemands savent qu'ils entrent dans une région hostile. Chaque route peut cacher une mine, chaque arbre un tireur, chaque village un soutien possible au maquis. Du côté allemand, cette peur se transforme rapidement en logique de représailles. Pour les officiers de Das Reich, tout geste de résistance doit recevoir une réponse écrasante. La division ne se contente pas de combattre des hommes armés, elle cherche à terroriser la population pour couper tout lien entre civils et maquisards. C'est dans ce contexte qu'interviennent plusieurs figures importantes. Du côté britannique, des agents comme Violette Sabot, Philippe Liwer ou Robert Maloubier participent à la coordination des groupes de résistance. Du côté français, des chefs locaux tentent d'unifier des factions aux sensibilités différentes. Mais cette coopération reste fragile. Les gaullistes, les communistes et les envoyés britanniques ne partagent pas toujours les mêmes méthodes ni les mêmes priorités. Pendant qu'ils cherchent à s'organiser, Das Reich continue d'avancer. Parallèlement, le commandement de la division est dominé par des hommes marqués par la brutalité du front de l'Est, notamment Lammerding et certains officiers subalternes, tels qu'Adolf Dieckmann. Ces hommes ont déjà participé à des opérations contre des civils, à des exécutions et à des campagnes de terreur. Ils importent en France une manière de faire la guerre qui ne distingue plus presque le combattant du civil. Dans leur logique, un village suspect devient une cible, et une attaque contre leurs troupes justifie une punition collective. À mesure que la division progresse, des violences éclatent dans plusieurs localités. Des arrestations sont menées sans preuves solides, des hommes sont abattus, des maisons sont incendiées et des habitants sont traités comme des complices potentiels de la résistance. Dans bien des cas, le soupçon suffit. La peur s'étend dans les campagnes, dès qu'on apprend l'approche de Das Reich, des familles se cachent dans les bois, des rues se vident et des villages entiers sombrent dans le silence. L'un des tournants majeurs survient à Tulle. Des résistants ont brièvement pris le contrôle de la ville, ce qui constitue pour les Allemands une humiliation inacceptable. Lorsque Das Reich reprend Tulle, la division y applique une logique de terreur exemplaire. Les hommes sont rassemblés en masse, triés au hasard, puis des dizaines d'entre eux sont pendus publiquement. L'objectif dépasse largement la répression immédiate. Il s'agit d'imposer un choc psychologique durable, de montrer à toute la région ce qu'attendent ceux qui défient l'occupant. Cette violence publique marque profondément les habitants et devient des symboles des crimes commis lors de la remontée de la division. Mais le pire reste à venir. Dans les jours qui suivent, l'atmosphère devient encore plus lourde. Un officier allemand proche des chefs de Das Reich, Helmut Kampf, a disparu après une action de la résistance. À partir de ce moment, la tension se transforme en obsession de vengeance. Des informations confuses orientent les soupçons vers un village paisible, Oradour-sur-Glane. Pourtant,
ce village n'est pas un grand centre de résistance. Justement, c'est peut-être cela qui rend la suite encore plus terrible, la violence qui va s'y abattre n'est pas la conséquence d'une bataille, mais d'une décision de représailles aveugles. Le 10 juin 1944, les soldats de Das Reich entrent à Oradour-sur-Glane. Il ordonne à la population de se rassembler sur la place du village. Les habitants obéissent, pensant à un simple contrôle. Très vite, les hommes sont séparés des femmes et des enfants. Les premiers sont conduits dans des granges ou des bâtiments annexes. Les secondes sont enfermées dans l'église. Tout semble exécuté avec méthode, comme une opération prévue d'avance. Puis vient le massacre. Les hommes sont mitraillés, souvent achevés ou brûlés dans les bâtiments incendiés. Les femmes et les enfants meurent dans l'église en flammes, piégés dans un espace clos où la panique devient totale. Lorsque les soldats repartent, Oradour-sur-Glane n'est plus qu'un champ de ruines, de cendres et de corps. Le massacre provoque un choc immense. Pour beaucoup de Français, il devient immédiatement le symbole absolu de la barbarie nazie sur le sol français. Les rares survivants porteront à jamais la mémoire de cette journée, et les ruines du village resteront longtemps comme une trace visible du crime. Malgré tout cela, Das Reich ne s'arrête pas. La division reprend sa route vers le nord, comme si la destruction d'un village entier n'était qu'un épisode parmi d'autres. Mais le temps a passé. Grâce à la résistance, au sabotage et aux difficultés du terrain, la division a accumulé un retard. Et surtout, plus elle s'approche de la Normandie, plus elle entre dans un environnement de guerre totalement différent. Dans le sud-ouest, Das Reich avait pu écraser des villages et terroriser des populations civiles. En Normandie, elle se heurte à une puissance alliée massive. Le ciel appartient aux avions britanniques et américains. Les bombardements, les attaques aériennes et l'artillerie rendent chaque déplacement coûteux et dangereux. Les colonnes blindées deviennent des cibles visibles, vulnérables, souvent incapables de manœuvrer librement. La division arrive donc sur le front dans un état déjà entamé. Elle a perdu du temps, du matériel, de l'énergie, et ses hommes sont marqués par des jours de tension, de fatigue et de combats dispersés. Malgré cela, les chefs allemands espèrent encore qu'elle pourra contribuer à freiner la progression alliée. Mais la réalité du champ de bataille normand est impitoyable. Les chars sont détruits, les colonnes bombardées, les unités désorganisées. L'élite redoutée des jours précédents commence à se briser face à une guerre industrielle totale. Au fil des semaines, les pertes s'accumulent. Les jeunes recrues, moins expérimentés, souffrent particulièrement. Les vétérans eux-mêmes ne peuvent compenser l'ampleur du déséquilibre. Das Reich, qui inspirait la peur sur sa route vers le nord, devient peu à peu une division usée, saignée par le feu allié. Certains officiers sont tués, d'autres sont blessés. Les grandes ambitions de contre-attaque s'effondrent face à la supériorité matérielle et aérienne des Alliés. La situation se dégrade davantage avec les grandes offensives de l'été 1944. Les bombardements massifs, les attaques coordonnées et la pression constante sur le front allemand transforment la retraite en un désastre. Dans la poche de Falaise, la destruction atteint un niveau extrême. Des colonnes entières sont écrasées, des véhicules sont abandonnés, des unités sont coupées les unes des autres. Ce qui reste de Das Reich n'est plus qu'un ensemble de survivants tentant de fuir l'encerclement. À partir de là, la division n'est plus la force qu'elle l'était. Certes, son nom continue d'évoquer la peur, mais, sur le plan militaire, elle est brisée. Ses restes seront encore engagés plus tard dans d'autres combats, mais l'unité a perdu l'essentiel de sa puissance. La route commencée à Montauban, jalonnée de sabotages, de représailles, de pendaisons et de massacres, s'achève finalement dans l'épuisement, les pertes et l'effondrement général de l'armée allemande en France. Après la guerre vient une autre question, plus douloureuse encore, celle de la justice. La France enquête sur les crimes commis à Tulle et à Oradour-sur-Glane. Pourtant, beaucoup de responsables ne sont pas punis à la hauteur de leurs actes. Certains échappent aux tribunaux, d'autres bénéficient de circonstances politiques ou de peines limitées. C'est insuffi. Insuffisance judiciaire laisse une blessure profonde dans la mémoire collective. Tulle et Oradour-sur-Glane deviennent alors bien plus que des lieux historiques. Ils deviennent des symboles. Tulle rappelle la terreur publique, l'humiliation organisée et la violence utilisée comme instrument politique. Oradour incarne, quant à lui, la destruction totale d'un village innocent, la mort d'hommes, de femmes et d'enfants, et l'idée selon laquelle une guerre idéologique peut transformer des soldats en bourreaux méthodiques. L'histoire de la remontée de Das Reich vers la Normandie ne se résume donc pas à un simple mouvement militaire entre le sud de la France et le front du débarquement. C'est l'histoire d'une division formée dans la violence extrême,
confrontée à une résistance déterminée, et répondant à chaque obstacle par la brutalité, avant d'être finalement broyée par une guerre plus vaste qu'elle. C'est aussi l'histoire d'une population civile prise entre sabotage, occupation, représailles et massacres, au cours d'un des moments les plus sombres de l'Europe en guerre. Ce parcours laisse une leçon durable. Une armée peut avancer avec ses chars, ses ordres et sa terreur, mais elle ne maîtrise jamais entièrement les conséquences morales de ses actes. Das Reich a semé la peur sur sa route, mais elle a aussi laissé derrière elle des noms que l'histoire n'oubliera pas, Tulle, Oradour-sur-Glane, et tous les villages marqués par le passage de la violence.